Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, troisième tuto. Donc on rentre dans le vif du sujet qui est la phase de déploiement. Donc la phase de déploiement est pour certains la phase quasiment la plus importante du jeu ça serait quand même embêtant de perdre la partie directement sur une phase de déploiement et c'est pas une façon de parler, on peut vraiment commencer à perdre une partie si on s'est mal déployé. Par exemple, si je mets mon dragon devant deux canons, c'est pas forcément l'idéal et je sais que j'aurai du mal à gagner puisque là vous voyez en vidéo un dragon elfique qui coûte pas moins de 1000 points qui pourrait être potentiellement le général, donc voilà. Déjà en première phase perdre 1200 points puisque si c'est le général il coûte 200 points supplémentaires, donc voilà, perdre 1200 points déjà sur le premier tour, forcément ça va être compliqué. Donc la phase de déploiement se découpe en 8 séquences. Donc nous avons la première séquence qui est de déterminer qui se déploie en premier. Ensuite, on déploie les unités chacun son tour. Donc je vais vous expliquer, je vous découpe juste les phases et je reviens en détail dessus. Donc ensuite, c'est le joueur qui a fini qui a déployé toute son armée. Il doit annoncer s'il veut jouer en premier ou en second. Ensuite, quatrième étape, c'est déployer les unités restantes. La cinquième étape, c'est déployer les unités avec la règle éclaireur, en commençant par le joueur qui a terminé son déploiement en premier. Ensuite, on déplace les unités avec la règle avant-garde, en commençant par le joueur qui a terminé son déploiement en dernier. Ensuite, on utilise les autres règles et capacités. Et enfin, on lance le dé pour savoir qui joue en premier. Alors, pour commencer, j'ai mis des armées random, j'ai déjà fait des placements. Je suis sur le choc frontal, donc c'est les lignes qui sont données par les gemmes de part et d'autre de la table. Alors, déjà pour la table, premièrement, puisque c'est mon cas, j'ai une table plus grande que ce qui devrait y avoir, donc elle fait bien 180 de long. Par contre, en large, normalement, elle devait faire 120, mais j'ai 10 cm, voire même un peu plus. Je crois que j'ai peut-être 12 ou 14 cm en plus. Le plus important, donc en fait, c'est la zone dite de No Man's Land. Donc c'est la partie de la table où il n'y aura aucune figurine. Donc pour un choc frontal, normalement, nous avons une zone de déploiement qui est égale à 12 pas. Nous avons un No Man's Land qui est égal à 24 pas. Et la dernière zone de déploiement qui est égale à celle de l'adversaire qui est de 12. Donc moi mes zones de déploiement de part et d'autre de la table font 14, mais j'ai bien le No Man's Land ici de 24. C'est la partie la plus importante, c'est vraiment de respecter cette réglementation. Si la table était plus petite, comme avant que j'ajoute la planche qui est au milieu, j'avais bien les 24 pas de No Man's Land, mais j'étais à 11 pas de déploiement, donc forcément on s'adaptait. Donc on passe sur la première étape de déploiement. Chaque joueur va jeter un dé, 6. Celui qui fait le plus grand choisit son côté de table. S'il y a une égalité, évidemment, on relance le dé. Deuxième étape, donc c'est celui qui n'a pas choisi sa zone de déploiement, donc celui qui a perdu le premier jet de dé, qui décide qui se déploie en premier. Donc admettons que mes elfes ont gagné le jet pour choisir son côté, c'est l'ogre qui va décider si c'est lui ou l'elfe qui va poser la première unité. Donc une fois qu'il a choisi, l'ogre va décider de laisser commencer l'elfe pour pouvoir répondre aux menaces qu'il y a en face. Donc le choix de l'elfe, la plupart du temps, donc ça dépend les types de déploiement, mais là sur du standard, l'elfe peut choisir de poser une seule unité, et ensuite ça sera au joueur ogre, ou alors de poser 2 unités, ou 3, ou même toute son armée s'il a envie. On n'est pas limité, hormis un scénario, un type de déploiement spécial, où il faut mettre chacun une pause
Et à partir de la troisième pause, le joueur peut décider d'en poser 2, 3, le reste de son armée, ou rester à une, c'est au choix. Donc une fois que les pauses ont été faites, il faut savoir qu'il y a des différents types d'unités qui ont des déploiements spéciaux, ou alors les personnages. Donc les personnages, j'ai mis l'exemple des ogres. Ici nous avons un chasseur, un chaman et un khan grande bannière. Il faut savoir que quand on se déploie, on ne va pas poser juste le chasseur dans sa zone de déploiement, ensuite le chaman lors d'une autre pause, la bannière, ou alors poser 2 persos et ensuite un. Les personnages comptent comme une seule pause. Il est obligatoire de poser tous les personnages d'un coup, je n'ai pas le choix dessus. Autre figurine spéciale, ce sont les figurines avec type embuscade, comme ces manches-frères des ogres Khan, qui arriveront au cours de la bataille à partir du tour 2. Donc ces unités-là sont mises hors de table et ne compteront pas pour avoir les bonus de savoir qui commence en premier, donc ça on reviendra juste après. Et ensuite nous avons comme ces veilleurs gris des figurines avec la règle éclaireur. Donc ces unités-là sont pareilles, elles seront mises à la fin du déploiement, donc pour l'instant on peut les laisser sur le côté de la table. Donc, une fois qu'un des deux clans a fini de se déployer en premier, s'il reste des unités en face, par exemple s'il restait le tigre et les personnages, donc le joueur elfique, une fois qu'il a fini de déployer toutes ces unités, il doit annoncer s'il décide de jouer en premier ou en deuxième. Donc s'il restait le tigre et les personnages, il restait 2 pauses puisque le tigre compte comme une seule unité et les 3 personnages compteraient comme une seule unité. Donc le joueur elfique aurait un bonus de +2. Donc une fois que le choix a été fait du joueur elfique, le joueur ogre donc, va poser le restant de ses unités. Dernier cas très peu probable, je ne l'ai jamais vu, mais si vous faites une immense bataille, alors je ne sais pas si c'est un spoil, mais j'aimerais bien faire une immense bataille pour mon 100e rapport de bataille, donc on verra si ce cas se produit. Donc c'est peu probable en partie normale que ça arrive, ou si vous avez une table trop petite. Si vous n'arrivez pas à poser une unité sur la table, donc elle compte comme étant été détruite. Donc vous pouvez directement la ranger dans votre caisse. Ensuite, une fois que donc, les unités ont été posées, il y a les unités avec la règle éclaireur. Donc la règle éclaireur est un mouvement spécial au déploiement, donc vous n'êtes pas obligé non plus de l'utiliser. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez la poser en même temps que vos autres unités dans votre zone de déploiement. Mais sinon, donc, elles ont un déploiement spécial. Donc là où vos unités étaient cantonnées à votre zone de déploiement, les éclaireurs peuvent être déployés en dehors de leur zone de déploiement, en restant à une limite de 18 pas de toute unité ennemie, ou 12 pas si ici j'avais un terrain aquatique, ou une forêt, ou un champ, ou une ruine, la limite était réduite à 12. Vous pouvez même, s'il y avait la place, donc si cette unité n'était pas ici et qu'elle était plus en retrait là-bas, vous avez également le droit de la poser ici, tant qu'elle soit à 18 pas de l'unité la plus proche, ou 12 pas s'il y avait donc la ruine, si elle était ici, et que j'étais à plus de 12 pas de l'unité ennemie, je pouvais la déployer dans le camp ennemi. Il faut savoir aussi qu'une unité, si elle a le mouvement de charge suffisant, donc si j'étais dans une ruine entièrement dans la ruine, ici que j'étais à 12 pas, étant donné qu'elles ont un mouvement de 5, si les elfes avaient le premier tour, je ne pourrais pas charger une unité d'ogre, ou quelconque unité adverse. Lors du premier tour, c'est interdit de charger avec une unité d'éclaireur. Par contre, si elle joue en deuxième, j'ai le droit de charger.
Il faut savoir aussi que pour les éclaireurs, si les deux camps en ont, donc comme je l'ai dit précédemment, c'est celui qui a fini son déploiement normal en premier qui commence à poser ses éclaireurs. Donc c'est une unité chacun. Si j'ai deux unités elfiques qui ont la règle éclaireur et deux unités ogres qui avaient éclaireur, c'est chacun son tour. L'elfe n'a pas le droit de poser ses deux unités d'éclaireur d'un coup, ou l'ogre n'a pas le droit de poser ses deux unités d'un coup. C'est chacun son tour. Ensuite, une fois qu'on a fini donc, les mouvements d'éclaireur, il y a un autre mouvement spécial donc, qui est décrit dans les profils des unités, qui est le mouvement d'avant-garde. Donc ça se passe avant le début de la bataille. Et donc c'est l'armée qui a fini de se déployer en dernier qui commence son mouvement d'avant-garde. Donc le mouvement d'avant-garde, c'est un mouvement spécial de maximum 12 pas, ou moins ou plus suivant les armées. Donc si c'est moins ou plus, c'est décrit dans leur profil. En règle générale, c'est 12 pas pour toutes les unités s'il n'y a pas de mention contraire. Donc c'est un mouvement maximum de 12 pas, donc je peux aller en ligne droite, je peux tout à fait reculer, je peux très bien aller sur le côté, et je peux également me reformer. Donc si j'ai envie de poser mon chasseur, excusez-moi pour la moto qui vient de passer, mon chasseur peut très bien faire son mouvement de 12, et tant que mon chat n'a pas fait son mouvement maximum de 12, je peux très bien le poser derrière ou à côté. J'ai juste en fait une bulle à 12 pas autour de son déploiement initial. Donc je peux très bien regarder les 12. Donc ici, là c'est pareil, il faut bien prendre en compte que le chat doit faire un maximum de 12 pas. Voilà, je peux très bien le mettre moins, mais voilà, je suis limité à cette bulle de 12 pas. Je peux très bien me reformer, me mettre sur le côté là-bas. Là-dessus, je suis pas bloqué sur ce type de mouvement. Et comme tous les éclaireurs, les mouvements d'avant-garde donc, se font en alterné. Donc c'est pareil, si j'ai deux mouvements d'avant-garde pour les ogres, je n'en fais qu'un. Ensuite c'est à l'elfe, ensuite c'est à l'ogre, à l'elfe, et chacun son tour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'avant-garde. Donc là c'est pareil, pour les elfes, le mouvement se fait maximum à 12, donc je pourrais très bien aligner ma cavalerie comme ça en 5. Je peux très bien mettre 4 et 1, ou 3 et 2, ou des colonnes de 2. Voilà. Tant que la première figurine n'a pas fait plus de 12 pas, puisque là son mouvement est de 12, tant qu'elle n'a pas fait plus de 12 pas de son emplacement initial, je ne suis pas cantonné à garder ma formation ici, je peux très bien me mettre comme j'ai envie. Avant-dernier point avant de débuter la bataille, donc s'il y a des autres règles ou aptitudes avant le début de la bataille, elles doivent être déclenchées après les mouvements d'avant-garde. Donc la seule en tête, et je ne sais pas si elle existe encore, c'est une bannière sylvestre qui permettait de redéployer une unité de là où elle avait été déployée. Donc c'est une très bonne bannière. Si elle existe, tant mieux. Et je me suis bien fait avoir en tournoi avec cette foutue bannière. Donc voilà, s'il y a des capacités comme ça sur les autres armées, je n'ai pas connaissance de ces objets. Donc voilà. Et enfin, en dernier, la dernière étape, c'est de savoir qui joue en premier. Donc, pour cet exemple, si donc j'avais mes elfes qui avaient fini de se déployer en premier, il restait le tigre et les persos, donc il avait un bonus de +2, il décidait de jouer en premier. Donc chacun des deux camps jette un D6. Le joueur qui a les bonus donc, ajoutera le bonus dessus, donc pour les elfes c'est +2, donc il jettera un D6 +2, et le joueur ogre aura simplement un D6. Il faut savoir que si le joueur elfe est strictement supérieur avec son bonus et son D6 au joueur ogre, c'est le choix qu'aura fait l'elfe qui devra être fait. Si le joueur ogre fait un résultat égal ou supérieur
à l'elfe, malgré son bonus, le joueur ogre choisira qui joue en premier. Donc concrètement, si l'elfe sort un 3, il a un bonus de plus 2, donc il donne 5. Si le joueur ogre fait un 5 ou un 6, c'est le joueur ogre qui décide qui jouera en premier. Par contre, s'il fait un 1, 2, 3 ou 4, c'est le choix qu'avait fait précédemment l'elfe qui sera appliqué. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle a été plus courte que les autres puisque j'ai fait seulement la phase de déploiement. Et ensuite, pour la prochaine vidéo, ça sera la phase quasiment la plus importante, donc qui est la phase de mouvement. Donc on verra les charges, les ralliements, les mouvements aléatoires. Voilà, tout ce qui est attrait à la phase de mouvement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour votre soutien. J'ai regardé à peu près ce que ça avait donné, donc 10 abonnés en plus en un mois, c'est énorme et donc je vous remercie. Si ça vous aide ces tutos, j'en suis ravi pour vous. J'espère que je ne suis pas trop hésitant, que je ne vais pas trop me tromper sur ces tutos. J'essaye de faire de mon mieux, c'est pas simple à trouver les mots puisqu'il faut se mettre à votre place pour ceux qui ne savent pas jouer, c'est qu'il faut trouver des mots assez, on va dire, simples, enfin des termes assez simples pour vous expliquer du mieux possible. Et donc j'espère que ça attirera de nouveaux joueurs au sein de la communauté 9e âge parce que certes c'est un jeu assez complexe à apprendre, mais après c'est un réel plaisir à jouer. Et donc je vous remercie tous et puis je vous dis à la prochaine. Salut!